y a des gens qui ont postulé, normalement ils ne devaient pas parce qu'ils ont été condamnés. Mais ils sont quand même là, ils postulent et ils vont pouvoir peut-être gagner. C'est parce que c'est encore anarchique. Et normalement, si on suivit les lois, il faut avoir un certain âge, il faut avoir 5 années d'expérience, pas de casier, et avoir un diplôme à fournir pour pouvoir être candidat. Maintenant, toutes ces réalités-là font que si c'était des élections sérieuses et que les candidats avaient la possibilité de faire même des débats contradictoires, bah, la population aurait dit bah, lui, je ne peux pas voter pour lui. Et du coup, ceux qui avaient des vrais projets auraient gagné. Après, au moment du vote, c'est un peu difficile parce que les machines à voter sont arrivées en retard et qu'il y avait des zones où on ne pouvait pas desservir les machines à voter. C'est là où je disais, en fait, c'est des élections avec une cacophonie parce qu'il n'y a pas d'organisation. Moi, je dis, on n'a pas voté au Congo. On savait déjà qui est attribué, qui est pas attribué. Certains me diront, c'est fou. Il y a un audio du CG, du parti au pouvoir, qui se prend la tête avec un autre membre de son parti, où l'audio fuite en disant, bah... Donc, de facto, est-ce qu'on a voté ou pas? Je pense qu'on n'a pas voté. Pour moi, ce n'est pas des élections, c'était des nominations. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est assez intéressant. Avant de commencer, je vais vous demander, comme d'habitude, vous le savez, de mettre un pouce bleu sur la vidéo, de vous abonner. Et quant à moi, sans trop tarder, je vais vous introduire, vous présenter la personne que je reçois aujourd'hui. Maestro Magosa, comment ça va? Bonjour Daniel, ça va très bien, on revient d'un long périple. Un très long périple. Je pourrais contextualiser, les personnes n'ont pas le contexte. Je te reçois parce que l'année dernière, à cette même période, tu te trouvais à Kinshasa, au Congo, en pleine période électorale. Tu es resté au Congo pendant un peu plus d'1 an, c'est ça? Exactement. Un peu plus d'1 an. Tu as déposé candidature aux élections législatives et je voulais voir avec toi justement comment s'est passé tout ce parcours. Revenir déjà sur toi, sur ta personne, ton parcours, tout ce que tu as connu, tout ce que tu as traversé et le combat qui est le tien. Et venir aussi sur comment ça se passe, les élections législatives, comment on fait pour déposer candidature. On nous parle d'énormément de choses par rapport à la CENI, etc. Et on va voir tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce qui a fait que tu as le parcours qui est le tien, qu'est-ce qui fait que tu décides de t'engager dans ton combat? Bon, après, je suis Magosa Nzungu, je suis né au Zaïre à l'époque où on était respecté, comme j'aime souvent le dire. La bonne époque. C'était la meilleure époque des Zaïrois. Après, aujourd'hui, on est la RDC, République dite démocratique du Congo. Maintenant, je suis un jeune qui est né à Kinshasa et je suis venu en Europe pour étudier. Je suis venu à Paris en 2001. Okay. Donc, j'ai fait le lycée Chaptal, j'ai fait le lycée Jacques Decour dans le 8e et 9e arrondissement. Ensuite de ça, je suis allé à la Sorbonne. C'est là où j'ai compris un peu les mécanismes de manipulation et les codes du pays dans lequel je vis, la France. Et après, en parallèle, j'ai fait Assas aussi, parce que je faisais des bilicences. Et j'ai fait aussi Nanterre. C'est là où je me suis senti un peu comme à la maison, parce qu'il y avait plus d'afro. Alors qu'à la Sorbonne et Assas, c'était un peu plus élitiste. Après, j'ai fait aussi l'UT de Saint-Denis. Donc, j'ai un parcours assez divers et varié. Donc, à la Sorbonne, j'ai fait éco-gestion. Okay. J'ai eu un master en finance de marché, master 1. J'ai arrêté parce que je trouvais que j'ai beaucoup trop étudié. En fait, je n'aimais pas l'école. Mais j'ai cette appétence à apprendre rapidement. Donc, j'étais ce genre d'élève qui embêtait un peu les professeurs. Et quand le professeur me posait une colle, j'avais la facilité de répondre. Après, à Nanterre, j'ai fait du management des organisations. Et ensuite, j'ai fait un DUT finance comptable pour avoir la maîtrise de la comptabilité, de comprendre un peu les chiffres. Mais après, en vrai, j'ai souvent, par exemple, à Nanterre, j'ai accompagné des amis. Par exemple, j'avais un pote qui n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout à la Sorbonne, il est allé à Nanterre. Et je suis allé pour faire un Master 2, ils ont demandé que je reparte en arrière, j'ai refusé. Donc après, je l'ai accompagné en AES. Et après, en parallèle, j'ai fait des formations politiques sur les questions internationales, les questions afro-africaines et anti-caraïbes. Et en parallèle, j'ai fait aussi une formation en communication et en comportement-attitude. En fait, je suis pluridisciplinaire. Mais après, comme je dis, toutes ces formations-là sont des présomptions de connaissances. Ça ne prouve pas que parce que j'ai les certifications, que je suis meilleur que celui qui a appris par l'expérience de la vie de tous les jours. Okay. C'est à peu près ça qui je suis.
Non, j'ai oublié la casquette militant activiste panafricain. J'ai défendu les injustices à l'université. Et j'ai toujours eu cette appétence à défendre les plus démunis. Et justement, tu nous parlais de ton militantisme. À partir de quand est-ce que ça commence? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu depuis que tu étais très jeune? Ou est-ce qu'à un moment, il s'est passé quelque chose dans ta vie qui t'a fait réaliser qu'il y avait un combat à mener et que tu avais un fardeau, entre guillemets, sur tes épaules? Moi, je n'ai pas connu le racisme en Afrique, parce que je suis né au Zaïre. On est entre noirs. On a ces problèmes de colorisme. C'est la différence de teinte. Les dark skin, light skin. Aujourd'hui, j'aime pas ces termes-là, mais c'est pour que les personnes qui vont regarder puissent comprendre. Donc, je dis qu'en Afrique, on n'a pas le racisme. On a une différence liée à la couleur, à la teinte, entre noirs. Maintenant, j'arrive en France, j'ai subi un acte raciste que ma cousine avait subi sur Saint-Lazare. On allait, je crois, dans le nord de la France. Donc, j'arrive en 2001, on prend le train, ma tante, ma cousine, ma grande-cousine. Et il y avait un monsieur dans le train, il a dit ça sent mauvais. Bah, moi, j'étais naïf, jeune. Je me dis, je ne comprends pas ce qui se passe à l'instant T. Et ma cousine, elle a dit, vous allez redire ça à nouveau et je vais voir si vraiment il y a un problème d'odeur là où on se trouve. Il a essayé de reformuler, mais il n'assumait pas trop ce qu'il disait. Et ma cousine, directement, elle a dit que c'est un acte raciste. Mais moi, je ne comprenais pas, donc j'ai subi la scène. Et ensuite de ça, le monsieur appelle les contrôleurs, il dit qu'il n'a pas dit ça. Et ma cousine a dit, nous, on habite à Saint-Lazare. Quand on va rentrer, je vais porter plainte à la gare de Saint-Lazare. Et du coup, elle porte plainte. J'ai intériorisé ça, mais sans vraiment comprendre. Mais ensuite, par la suite, il y a eu l'arrestation de Laurent Gbagbo. Quand on a arrêté Laurent Gbagbo, c'est là où j'ai compris que on vit dans un monde à dominance occidentale. On ne maîtrise pas les règles. Et on a tendance, une fois qu'on grandit en Europe, d'intérioriser la narration de l'occidental. Maintenant, quand j'étais en Afrique et quand je regardais des vidéos, on nous montrait Bokassa, l'histoire de Bokassa. Il a été arrêté, destitué par des mécanismes de manipulation de la France. Maintenant, je me suis posé la question, est-ce que, à l'époque, je crois que c'est 2011, Gbagbo, je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est 2011. En 2011, arrêter un président africain en Afrique et des pays africains regardaient. C'est là où je me suis dit, en fait, c'est pas normal, il faut vraiment qu'on se révolte. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est là que je rencontrais, 2-3 ans après, je rencontre un monsieur à Châtelet qui s'appelait Ouseni. Il avait une boutique qui s'appelait Soul & Brothers. Donc j'allais là-bas, j'achetais des t-shirts, je lisais des livres. Mais en fait, il ne m'orientait pas. Il me disait toujours, tu poses beaucoup trop de questions, pourquoi tu veux savoir? Et je lui dis, en fait, j'ai besoin de savoir parce que quand je ne sais pas ou je ne comprends pas, ça me laisse avec une forme de frustration. Il m'a dit, on va commencer par un livre, tu vas aller le lire, et ensuite tu me diras ce que tu penses du livre. Donc mon premier livre sur les auteurs afro, c'était vraiment Marcus Garvey, L'homme au chapeau. Et quand je commence à lire, j'échange avec lui. Il me dit, il voulait ça, est-ce que tu penses quoi de ça? Je dis, en fait, Marcus voulait le Back to Africa. Il n'a pas eu cette chance de rentrer en Afrique, il est mort avant. Maintenant, Marcus avait aussi créé des choses qui prouvent que les Noirs, on peut créer, être forts économiquement. Et maintenant, ça a commencé à m'interroger sur la réalité africaine. Et maintenant, étant donné que j'étais à l'université, j'ai commencé maintenant à confronter mes idées avec ceux qui sont censés nous donner l'influence. Mais c'est dans cette période-là où il y a eu beaucoup de frustration parce qu'on disait que je ne suis pas normal, on disait que je suis radical, que dans ma tête, ça n'allait pas. Et je suis tombé sur un monsieur qui était en fac de sociaux. C'était un Burkinabé, en fait. Il m'a dit, dans un système à dominance blanche, quand un noir commence à réfléchir, ça pose forcément problème. Mais ta pensée doit être basée sur des faits réels. Et comme j'avais des faits réels, il m'a dit, rassure-toi, c'est que tu es sur la bonne. C'est à partir de cet élément-là qui enchaîne tout ce que je viens de te relater là actuellement. Donc il y a Gbagbo, il y a l'acte de Saint-Lazare, il y a Gbagbo, il y a aussi la rencontre avec ce qui deviendra mon mentor, M. Ouseni.
Ok. Et on va dire ce tremplin que tu as eu du coup suite à cette rencontre-là, comment est-ce qu'il se manifeste dans ton quotidien? C'est-à-dire que est-ce que tu commences directement à militer? En dehors du tournage, on se connaît. Je sais qu'à un moment, tu enseignais aussi l'histoire des Noirs. Je crois que c'était aux plus jeunes ou aux enfants. Exactement. Comment est-ce que ça se traduit directement? Comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie, cet éveil de conscience? Après, il y a un cheminement. Après, je parle de 2009. 2009, à l'université, on a défendu les injustices parce que je trouvais que les Afros, ils ont trop subi, en fait. Moi, j'ai cette difficulté. Quand j'estime que j'ai raison, je vais l'affirmer. Mais après, quand tu arrives en Europe, on te dit qu'en général, les autres ont toujours raison. Alors que c'est faux. Maintenant, j'ai eu des cousines qui avaient cette appétence à s'affirmer. Et sont de ma génération. Elle me disait, tu rencontreras telle fille dans ton lycée, j'étais avec elle, il faut essayer de s'affirmer, sinon elle va t'écraser. C'est tous ces éléments-là que tu retrouves plus tard en te disant, quand je lis François Fanon, il dit à formation égale, la vérité triomphe. Tu peux être chinoise, tu peux être caucasienne, on est tous censés avoir les mêmes capacités. Bon, maintenant, les autres partent avec 3 avantages. Le bagage culturel, économique et social. Maintenant, nous, on arrive avec certains retards. Il faut rattraper ce retard-là. Maintenant, si les parents ne font pas le nécessaire, tu auras des lacunes au niveau de ces... Par exemple, quand on était en géographie-histoire, je m'amusais à dire qui peut me battre, hein, c'était en cours, hein, qui peut me battre en capitale. C'est un défi que je lance. En général, j'avais un pote qui me disait, bah, ils vont forcément te battre. Et je disais, j'ai des capitales basiques, mais j'ai 2-3 capitales difficiles à trouver. Sauf que c'est des jokers. Si je sens que la personne en face, elle a du répondant, je dis souvent, on part en Amérique latine. En Amérique latine, en règle générale, une personne qui vit sur le continent européen ne s'intéresse pas trop à l'Amérique latine, on pense qu'on est le centre du monde. Et c'est à partir de ces challenges-là, après, ça conditionne une forme de rébellion parce que j'avais des amis au lycée, collège qui pouvaient donner les réponses, mais ils n'osaient pas. Parce que j'ai dit, moi, j'ai dû faire face à l'accent. Quand tu es congolais, on dit 18. Mais ceux d'ici, ils le disent autrement. Mais maintenant, si tu fais 2-3 erreurs, ça te pousse à ne plus parler. Maintenant, ma cousine me disait, même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Une fois, j'ai dit 18, il y a une fille caucasienne qui rigolait. Après, j'ai dit, bah, je suis meilleur que toi en espagnol. Du coup, je prends une qualité là où elle estime que moi, j'ai des lacunes. Maintenant, je pense que c'est mes cousines qui m'ont orienté en fait à avoir cette réalité-là, d'avoir des éléments de réponse. Et après, il y a aussi le fait que Marcus Garvey, c'était des panafricains. Donc, j'ai commencé voilà, à me dire il faut défendre nos intérêts. Et c'est de là où je crée ma bibliothèque afro. Les premiers livres que j'ai lus, c'était François Fanon, Marcus Garvey, Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme. Et après, j'ai commencé à lire Kwame Nkrumah. Je suis allé jusqu'à Steve Biko. Mais après, j'ai lu aussi d'autres auteurs largement en surface parce que quand on découvre qu'on a des auteurs afro qui nous parlent, bon, on a envie de tout lire. Mais sauf qu'on a passé notre temps à lire Montesquieu. On a passé notre temps à lire Guy de Maupassant. Et du coup, en fait, on a ce problème où on se dit, on ne va pas rejeter les autres. On doit avoir cette facilité à avoir toutes ces informations culturelles, mais en priorité, en mettant en avant les nôtres. C'est comme ça que quand je donne un argumentaire, je vais dire comme Marcus disait, au lieu de dire comme on disait, comme Maupassant disait. Okay. Si on change un peu la narrative, après le militantisme part de là. Et après en 2015, il y a eu beaucoup trop d'injustices au niveau de l'Afrique. Après, quand il y a eu le BLM, toutes les récupérations, parce que pour moi, le BLM, c'est fake. Et quand j'étais contre ça, on m'a dit non. J'ai dit c'est un mouvement chapeauté par des non-noirs. À chaque fois, on nous utilise pour faire de l'argent. C'est pour ça que je disais à un moment donné, on ne peut pas à un moment avoir des mouvements qui nous manipulent. Donc à partir de là, on a commencé à faire l'éveil de conscience avec l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on met une idée sur la place publique, on pousse les jeunes à débattre, et en fonction de ça, on oriente un peu le débat. Donc ça vient de tous ces éléments-là, la lecture, la compréhension des enjeux, les mécanismes d'injustice. Après, on se dit, bah, il faut défendre nos intérêts comme les autres font pour les leurs. Ok. Et à partir de là, est-ce que c'est un peu après que l'intérêt pour la sphère politique
congolaise, hein, en République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là que tu décides plus ou moins de t'y plonger, de vraiment découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que déjà à cette époque-là, tu as des ambitions? Tu te dis que pour changer les choses, il faut que toi aussi tu deviennes, enfin que tu entres dans la sphère politique congolaise. Et une fois que tu mets le nez dedans et que tu découvres un peu ce qui se passe chez nous, au Congo en particulier, hein, tous les pays d'Afrique sont différents, est-ce que tu ne te prends pas une claque parce que tu découvres qu'en réalité, notre système au Congo, il est totalement aux antipodes d'un système tel qu'on le connaît en France, par exemple? Alors, moi, je vais te surprendre. Moi, j'ai quitté le Congo en 2001. Quand on arrive en Europe, en fait, on se dit on va rentrer. Mais quand on commence à étudier, on se fait des nouveaux amis, on oublie un peu le continent. Donc j'ai eu la phase où j'ai oublié un peu le continent en me fixant l'objectif d'avoir mon diplôme et rentrer voir mes parents. Mais au fur et à mesure des années, bah, j'ai perdu mes deux parents. Donc l'attachement pour l'Afrique n'y est plus. Maintenant, j'ai toujours eu cette appétence pour la politique parce que j'aime bien les débats politiques, j'aime bien regarder les acteurs politiques et j'aime aussi comprendre pourquoi ils partent d'un point 1 pour arriver à un point 10. Et maintenant, au niveau de l'Afrique, avec le mouvement panafricain, on est plus sur l'éveil global. Donc le Congo, c'était plutôt à distance. Mais j'ai un ami qui m'avait dit une fois à la Sorbonne, quand on était en première année, tu avais dit un jour, pour rigoler, hein, je disais un jour, je vais peut-être postuler dans mon pays. Et j'avais oublié ça, il me l'a sorti 7 ans plus tard. C'est comme ça que je dis, j'ai toujours aimé la politique. Mais il y a un monsieur qui m'expliquera plus tard, quand je rentre au Congo en 2021, 2021, il me dit, en fait, tu suis les pas de ton père. Mon père a fait de la politique. Mon grand frère, il n'aime pas la politique parce qu'il trouve qu'en Afrique, c'est un peu le chaos, c'est n'importe quoi. Mais maintenant, il m'a dit, tu as voulu créer une fondation pour rendre hommage à ton père. Ton père avait un projet d'agriculture, il était ingénieur agronome, mais il a fait aussi de la politique. Et sur les capacités que tu as, je pense que tu peux faire comme ton père. En fait, après, je pense que c'est des transferts transgénérationnels. Ça sautait mon frère et ça a pris sur moi, en fait. Mais il y a tout cet aspect aussi de l'amour de la question politique. Ok. Après, postuler, pourquoi pas. Je pense que quand je vois le Congo, je me dis en fait, il y a beaucoup trop de jeunes talents qui sont hors du système. Parce qu'en étant à l'extérieur, ils se disent c'est trop loin le Congo, ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi rentrer au Congo? Mais je dis toujours, ceux qui sont français, belges, anglais, c'est que des décrets. Hein. Le jour où on désarchive vos décrets, ben vous allez devoir trouver un pays où vous allez pouvoir vous retourner là-bas. Maintenant, on a cet attachement parce que beaucoup sont venus pour étudier, les diasporas congolaises. Il y en a d'autres qui sont venus avec des dettes morales. On vend la maison, on fait une cagnotte, on décide de choisir un enfant qui va devoir aller, soit étudier, travailler, rembourser l'argent pour le voyage qui avait été financé. Il y en a d'autres qui sont venus étudier, mais qui rentraient déjà. Chez les Congolais, on les appelle les Banaya, les enfants de ceux qui ont un nom au Congo. Bah, eux, ils venaient étudier, ensuite ils rentraient parce que les parents créaient déjà des opportunités de travail. Et il y en a d'autres qui sont venus, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont observé le système, ils se sont dit, en fait, il y a une grosse arnaque dedans. Bah, beaucoup sont devenus des panafricains. Parce qu'ils ont été confrontés à l'oppresseur. Quand je dis oppresseur, je parle des élites, je ne parle pas de la population. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Là, il faut faire bien le distinguo, parce qu'on sait que les gens ont du mal à comprendre. En fait, ils ont observé les élites et le niveau de manipulation de la masse. Et maintenant, on essaie de déconstruire ce mécanisme-là. C'est pour ça que je dis là, postuler, ça part d'une blague universitaire. Et après, au fur et à mesure, je rentre au Congo 21 ans après. Je fais une action de la fondation. Je regarde les acteurs politiques. Je considère qu'ils ne sont pas au niveau. Je me dis, bon, on va les challenger un peu. Et quand je dis ça à des gens, ils me disent, ah, c'est juste façon de parler. Jusqu'à ce qu'un monsieur me voit à la télé. Il m'appelle et me dit, j'ai eu l'impression, puisque je ne regardais pas qui parlait, d'entendre ton père en train de parler. Et quand ma femme me dit, c'est le fils. Il m'a dit, tu dois faire la politique. J'ai dit, mais il y a trop de risques au Congo. Il m'a dit, bah, le risque fait partie de la vie. Mais comme tu as cette malice oratoire, on ne pourra pas te choper dans des erreurs. C'est comme quand on pose la question sur la chaîne 10e rue, hein, c'est une chaîne congolaise. Est-ce que le président de la République actuelle a des chances de gagner un deuxième mandat? Donc je dis aux journalistes, je vais penser tout haut ce que je pense tout bas. En général, en Afrique, si on est déjà au pouvoir,
on ne fait pas campagne de façon efficace mais efficiente, on a des chances de gagner. Mais si l'opposition est solidaire et que c'est des élections en 2 tours, on ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, il me dit qu'il va gagner ou pas. J'ai dit c'était une métaphore. Mais je n'ai pas répondu. Mais en vrai, j'ai donné 2 réponses. C'est pour ça que je dis, en fait, en fonction de la zone géographique, il y a une forme de communication à adopter, en fait. Sauf que sur cette question-là, sans la gestion des émotions, on peut facilement vriller, exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et par la suite, j'ai dit à mon... Bon, c'est comme un oncle. Je lui ai dit, en fait, tu penses que je peux le faire? Il m'a dit, je regarde tes émissions, je pense que tu peux le faire. Maintenant, est-ce que tu vas le faire parce que c'est une conviction ou tu vas le faire parce que tu as des intérêts dedans? Je dis, moi, dans la vie de tous les jours, je suis professeur des écoles. Je donne des cours d'histoire des Noirs. En parallèle, je suis assureur. Mais aussi, je fais un peu de coaching, développement personnel. C'est des revenus différents. Donc, je ne me vois pas faire la politique sur 30-40 ans, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai ce besoin d'inspirer, comme disait François. Donc, chaque génération a sa mission, l'accomplir ou la trahir. J'estime que les générations avant moi ont trahi leur mission. Maintenant, je n'ai pas envie que quand je serai en retraite, que mes neveux, mes nièces me disent « Mais tonton, tu n'as rien fait ». Et aujourd'hui, il y a une nièce, elle m'a dit « Lui, on ne pourra pas le dire, parce que quand on a des questions, il répond. Et s'il ne veut pas répondre, tu dis « Va voir la vidéo que j'ai déjà fait ». Donc, on laisse des contenus, on laisse un support. C'est à partir de là que j'ai postulé, mais après, je savais que ce sera difficile. Après, comme je dis souvent, avant de jouer, il faut connaître les règles. Si tu connais les règles, tu sais comment jouer. Maintenant, je trouve que beaucoup de Noirs jouent sans maîtriser les règles. C'est là où ça devient difficile. Ok. Alors, regarde, je voudrais faire une petite parenthèse avant qu'on rentre directement dans la phase où tu déposes ta candidature. D'ailleurs, qu'on voit comment ça se passe, qu'on dépose une candidature, etc. Est-ce que, avant tout ça, je veux dire, comment est-ce qu'on se prépare même psychologiquement? Puisque tu es né en Afrique, tout comme moi, on est né au Congo, on a grandi, on s'est un peu imprégné des réalités européennes. Comment est-ce qu'on se dit, bon, là, il va falloir que je rentre? Potentiellement, c'est plus ou moins définitif. En tout cas, si tu es élu, c'est sur un mandat qui est sur plusieurs années. Comment est-ce que tu prépares ça? Est-ce que tu te dis, je vais rentrer? Est-ce que tu sécurises déjà des choses? Enfin, comment est-ce qu'on entreprend ce genre de... Après, j'ai fait des voyages touristiques en Amérique latine, sur des longues périodes. Hablo bien espagnol. Podemos hablar mucho idioma. Je peux parler plusieurs langues. J'ai cette appétence à m'adapter à l'écosystème. Mais les gens, ils ne savent pas que je parle espagnol. Ils ne savent pas que j'essaie un peu l'anglais parce que, en règle générale, quand je parle anglais en France, si l'accent est un peu lent, on rigole. Donc, ça nous empêche de parler. Mais quand on est à l'étranger, on parle. Maintenant, le Congo, j'ai fait 21 ans sans y aller, mais j'ai gardé le lingala, qui est notre langue, qui permet de tous nous interconnecter. Ouais, la base. Du coup, comme je le parle comme si j'étais toujours sur le pays, du coup, ils ne me jugent pas facilement. Par exemple, quand je rentre 21 ans après, j'arrive à l'aéroport, en fait, j'ai des pochettes sur mon passeport. Donc, de facto, ils pensent que je suis de la diaspora, j'ai changé de passeport. Donc, ils commencent à m'embrouiller un peu les tracasseries africaines. Et je lui dis directement, Lingala, aux opères d'État, non, on a moins la kin. Bêta chaud. Oui. En plus, toi, ton Lingala, il est très quinois, ton Lingala. En gros, je suis quinois. Je viens à la diaspora, mais je suis quinois, je viens souvent. Alors que ça faisait 21 ans. Sauf que j'ai un cousin qui avait envoyé un pote à lui assister à la scène à la douane. Parce qu'il me disait, vous, la diaspora, quand vous venez, on sait déjà que vous êtes la diaspora, donc on vous tracasse un peu plus à la douane. Mais non, son pote travaille à l'aéroport. Et son pote était déjà là, il regardait la scène. Et donc j'ai dit au gars au Lingala très rapidement, Zamaël, Bétachou, non, qui est rapide. Il m'a dit, tranquille. Il a compris en fait qu'il n'y aura pas de rétro-commission. C'est ce qu'ils font souvent. Et du coup, je sors et le pote à mon cousin, il l'appelle, il dit, en fait, c'est toujours un quinois, puisque même la douane, là, il les a perturbés, il est passé. Maintenant, si tu n'as pas ces codes-là, quand tu viens, mais mon passeport, lui, c'est quelqu'un de la diaspora. Du coup, on va essayer de t'amuser un peu à la réalité du Congo. Bien sûr. Donc, quand je rentre, j'ai gardé la langue et j'ai essayé aussi d'observer les réalités du peuple. C'est-à-dire que je n'étais pas tout le temps en voiture, je prenais les motos, je prenais les transports pour comprendre comment ils vivent. De façon à ce que quand je veux emmener le projet politique, je paraisse plus diaspora, plus il est souvent avec nous. C'est comme ça que de 2020
aux élections, j'ai toujours souvent été à Kinshasa. Même les gens de là-bas, ils me disent, mais toi, tu commences à vivre ici. Ben, en fait, je crée le flou artistique de façon à créer une forme de reconnexion avec mon pays et comprendre les réalités, voir ce qu'on peut proposer ou pas. Mais comme je dis toujours au Congo, on a trop d'opportunités. À chaque problème, c'est une solution, c'est la possibilité de générer de l'argent. Ben maintenant, c'est l'observation, la compréhension. Je dis toujours, un politicien doit être proche des réalités du peuple. Ben, si tu vis à la République de la Gombe, tu ne te connectes pas avec les mamans qui vendent du charbon, de l'eau, du pain. Ouais, c'est sûr. Tu ne pourras pas administrer parce que tu es déconnecté en fait. Et maintenant, avec ce parcours-là, l'observation, c'est comme ça, quand je faisais des lives sur Insta en disant le Back to Africa de Marcus Garvey, c'est comprendre les réalités. Ne pas venir sur le continent en tant que colon. On n'est pas meilleur qu'eux parce que la réalité du terrain, ils la maîtrisent mieux que nous. C'est comme si tu prenais un quinoa, tu ramènes dans le 91 à Évry ou même à Meaux ou à Mantes-la-Jolie. Il y a des réalités que là-bas, il ne va pas maîtriser, il va se faire victimiser, quoi. En gros, c'est apprendre à connaître le terrain pour pouvoir faire face aux éventuels dangers, aux opportunités. Donc j'ai travaillé ça de 2020 jusqu'aux élections. De façon à me dire, est-ce que ça va le faire ou ça ne va pas le faire? Mais quand je fais l'action de la fondation, quand je suis revenu pour rendre hommage à mes parents, là où j'avais grandi, je vois qu'il y a de l'émulation en fait. Il y a même une maman qui me dit, pourquoi pas la politique? J'ai dit, pour l'instant, on ne sait pas. Mais moi, je savais déjà. Ça veut dire que j'essaie de susciter l'intérêt et de créer une forme de base, de socle pour leur dire, on peut le faire si vous êtes avec moi. Mais maintenant, on a des réalités du Congo qui fait qu'on va au plus offrant. Mais il y en a d'autres qui restent parce qu'ils ont une dette morale. J'ai un monsieur qui était tout le temps là parce qu'il me disait, je lavais tes vêtements quand tu étais petit, tes parents. J'ai même un enfant qui porte le nom de ton père. C'est là où je dis, on a tous des dettes morales au Congo. Par exemple, sur les aides qu'on donne aux autres. Mais quand tu crées cette base-là, tu dis c'est possible. S'ils croient, c'est possible. Maintenant, il y a les mécanismes pour devenir candidat. Là, c'est autre chose. Parce que ça demande vraiment d'avoir le réseau. Quand je suis rentré, j'ai réactivé le réseau, en fait. J'ai retrouvé des amis, créé un réseau dans les médias, créé un réseau avec les forces de sécurité. En fait, j'essaie de recréer un réseau de façon à me dire je suis revenu dans mon pays. Parce que le réseau, en fait, souvent, les Afro, on ne sait pas l'utiliser. On étudie avec des gens dans des universités, tu vas dire que on n'est que à l'université. Non, et après, il y a l'après l'université. Et après, il y a des gens qui ont des opportunités. Quand tu veux sauter des lignes, il faut appeler tel pour avancer rapidement. Et le Congo, le problème, c'est le réseau. Les gens qui ont du réseau, ils n'essaient pas de partager le réseau. Parce qu'on essaie de garder un intérêt. Donc, j'ai dû reconstruire le réseau, maîtriser les réalités. Et ensuite, m'intéresser maintenant à comment faire pour postuler. Ouais, bah d'ailleurs, on va rentrer dans la phase. Est-ce que tu peux nous faire on peut segmenter un peu le truc en deux, nous expliquer quelle est la procédure la procédure type telle qu'elle est décrite dans la loi, dans la Constitution, pour devenir député, comment ça se passe et comment est-ce que ça s'est passé dans ton cas, toi? Est-ce que ça s'est réellement passé comme il le faut ou il y a des entourloupes? Après, il y a la théorie et la pratique. C'est ça. Donc, les lois disent qu'il faut avoir un certain âge. Il faut avoir une expérience de travail de 5 ans. Et pour ne pas avoir de casier judiciaire et avoir la possibilité de fournir un diplôme, dernier diplôme obtenu. Mais on connaît le Congo. Beaucoup n'ont pas de boulot. Mais comment ils font pour postuler? Ils vont sortir un montage en disant qu'il a travaillé pour une chaîne de télé, où il a fait de l'humanitaire, avec une association qui existe ou une chaîne qui existe. En fait, on crée l'expérience. Ensuite de ça, pour la partie casier, l'administration est un peu caduque. Donc ça a été un peu occulté en fait. C'était pas vraiment nécessaire. Et après, sur la limitation d'âge, ils vont vérifier si on avait tous des pièces d'identité. Du coup, on avait des cartes de lecteur qui justifiaient d'identité. Et ensuite, pour le diplôme, on sait qu'au Congo, le diplôme, c'est ce petit bonheur-là. C'est au petit bonheur, quoi. Tu peux faire un diplôme. Du coup, moi, on m'a demandé mon diplôme, j'ai pas voulu donner le master. J'ai envoyé mon DUG, Bac+2. Et le gars, il me disait, en fait, non. On demandait le diplôme. Au moment où je devais envoyer le diplôme, je ne le retrouvais pas. Donc, le gars, il commence à me mettre une forme de pression parce que je suis en Europe. Je n'avais pas réussi à le faire sur place. Il me dit, ouais, mais s'il n'y a pas de diplôme, le dossier ne pourra pas être remis à la CENI. Maintenant, après, c'est une forme de pression morale. S'il n'y a pas de diplôme, il y a toujours des alternatives. Mais maintenant, ce n'est pas chiffré. Par exemple, quand tu as besoin d'un document en France, par exemple, je travaille dans l'assurance, dans certaines compagnies, la perte ou le vol d'un permis vaut 25
euros de timbre. Maintenant, là-bas, il n'y a pas de chiffrage. Donc, il peut dire $200, $300. Du coup, j'ai dit au gars, laisse-moi 45 minutes. Il m'a dit, pourquoi 45 minutes? J'ai dit, parce que j'ai un groupe des petits à moi qui font partie de la plateforme Jimo. C'est des jeunes frères qui sont en Belgique, en Suisse. Et on a un groupe WhatsApp où, quand je fais des démarches administratives, il y en a un qui archive. Il scanne, il met dans un dossier sur son téléphone ou l'ordinateur. Donc, j'ai envoyé le message dans le groupe. J'ai dit, bon, les gars, on a un délai. J'ai demandé 45, j'ai dit 30 minutes. Mais il faut retrouver mon diplôme de DUC de Nanterre. Ils ont commencé à chercher, ils m'ont dit, ouais, ça va être galère parce qu'on n'a pas de choix. Et lui, en fait, celui qui l'avait, il était tranquille en train de jouer à la play. Il sait qu'on a 35 minutes. Et quand il restait 10 minutes, il a dit, bah, en fait, tenez, je l'ai envoyé dans le groupe pour envoyer le diplôme. C'est pas, tu dis pourquoi. Il dit, bah, parce qu'en fait, il faut que vous travaillez un peu. C'est pour ça que je dis, en fait, ces petits-là, c'est des petits que j'ai programmés pour avoir des réponses rapides. Maintenant, on travaille sur le délai. Et c'est pour ça que je dis, en France, on me demande toujours, bah, vous avez un délai de 6 jours. Et moi, je travaille avec ces petits-là comme ça. On a trouvé la solution, on envoie le diplôme. Après, le gars, en fait, il me dit, mais je pensais que tu l'avais plus. J'ai dit, en fait, j'ai le diplôme. Mais si tu avais besoin de me demander des sous, il fallait juste simplement me le dire. Et pendant que je t'envoie le diplôme, j'ai fait une contre-expertise en demandant si le diplôme était obligatoire. On m'a dit que ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je dis, dans la pratique, on demande des choses, mais dans la réalité, c'est un système de tripatouillage parce que l'administration n'est pas encore à jour. Il y a des gens qui ont postulé, normalement, ils ne devaient pas parce qu'ils ont été condamnés. Mais ils sont quand même là, ils postulent et ils vont pouvoir peut-être gagner. C'est parce que c'est encore anarchique. Mais normalement, si on suivit les lois, il faut avoir un certain âge, il faut avoir 5 années d'expérience, pas de casier, et avoir un diplôme à fournir pour pouvoir être candidat. Ok. Et ensuite de ça, il faut appartenir à un parti politique ou être indépendant. Mais si tu es indépendant au Congo, c'est quasiment impossible. Sachant qu'il y a un système de caution à payer par les partis politiques. Ils doivent donner une caution en fonction du nombre de candidats pour pouvoir avoir une forme de marge en cas de victoire électorale. C'est pour ça qu'il y a l'UDPS, parti présidentiel, Mosaïque UDPS, Mosaïque les amis, machin les amis, les amis, les amis. Et les amis, quand ils se rassemblent, ça donne plus de force. Alors qu'en France, on a la droite, la gauche, et ils sont structurés. Maintenant, c'est ce qui fait qu'aussi on a plus de 1000 partis politiques au Congo. C'est énorme. Maintenant, il y a des partis qui sont des partis antennes pour pouvoir donner de la force à un parti qui est vraiment installé. Et maintenant, quand ils payent la caution, dans la caution, bon, c'est un truc que j'ai trouvé un peu injuste. Parce qu'il y a des candidats qui sortiront 6 ans en les faveurs du leader, de l'autorité morale du parti. C'est-à-dire qu'il y a une priorité. Bah, si t'es le neveu, t'es le beau-fils, bah, en général, toi, c'est sûr qu'on sait que dans le parti, tu seras déjà dans les candidats. Mais il y en a d'autres s'il faut jouer de l'influence. Par exemple, si l'autorité morale estime que la personne a une compétence ou des capacités supplémentaires, il priorise ton dossier. Parce que chacun voit son intérêt. Hein. L'intérêt, c'est de dire, bah, celui-là, il arrive en retard, mais il a des capacités que nous, on n'a pas dans le parti. Bah, si on peut l'utiliser et que lui, il soit un peu naïf, bah, il sera naïf. Sauf que moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Parce qu'au départ, quand je suis allé, je devais être dans le parti de M. Adolphe Mouzid, Nouvel Élan. Bah, après, moi, je suis quelqu'un de... En fait, je connais ma valeur. Si je veux adhérer dans ton parti, il faut que je parle avec l'autorité morale. Je ne veux pas parler avec le numéro 2, le numéro 3. J'avais un rendez-vous avec M. Adolphe Mouzitous, la personne qui est censée me recevoir. Ça, c'est mon intention, hein. C'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'on parlait à distance, mais il a douté un peu de moi. Donc, du coup, quand j'arrive, il était là, mais il me dit, bah, il n'est pas encore là. Bah, du coup, moi, au Congo, j'ai des délais. Passer un certain temps, si tu me fais attendre, je fais un calcul que j'ai un chauffeur qui m'attend. Il y aura les embouteillages, je vais devoir partir. Donc, j'attends, il me dit, bah, finalement, je dois faire une course. Pour le vieux, je reviens. Et quand il est parti, j'ai regardé mon chauffeur, je lui ai dit, bah, là, je pense que là, il est en train de jouer, on va devoir partir. Donc, j'ai dit, on va attendre 45 minutes. Au bout de 30 minutes, j'envoie un message, c'est comment il me dit, oh, je suis encore bloqué, donc tiens, j'arrive. Bah, 45, je suis parti. 2 heures après, il me dit, oh, mais je suis revenu, tu sais comment? Je dis, bah, je suis parti, j'ai pas le temps de rester. Et là, il me dit, ouais, mais il était là, il t'attendait, il te cherchait. Je dis, mais quand je suis arrivé, on m'a dit qu'il était là, pourquoi tu ne vas pas ramener?
Donc, du coup, je lui dis, est-ce que tu veux recréer un rendez-vous demain? En fait, on commence à arriver sur le deadline de l'enrôlement. Il me dit, non, finalement, il doit aller au Kikwit. Donc, je l'ai raté, en fait. Maintenant, dans l'écosystème congolais, si tu vas t'enrôler et que tu n'as pas de figure sur ton t-shirt ou sur les machins, bah, en fait, tu es indépendant. Donc, il y a un coup de bluff. On me propose plusieurs opportunités. Je dis non, non, non. Bon, maintenant, les gens, ils ont vu un t-shirt où j'avais l'effigie du président actuel. Bah, il y en a, ils ont dit, bah, il a trahi sa cause. J'ai dit, bah, en fait, bon, c'est pas grave, on va assumer. Mais c'est un petit à moi qui avait posté la photo. Bref. Et quand il poste la photo sur WhatsApp, j'ai dit, bah, je le poste sur Twitter. Bah, quand j'ai posté sur Twitter, bah, tous les pseudo-politiques de Twitter qui parlent que sur les réseaux, bah, ils sont allumés. Ouais, il a trahi, il disait ça, il disait ça. J'ai dit, bon, je ne vais pas répondre. Maintenant, on m'avait proposé aussi Mbosso, le parti de Mbosso. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, Mbosso, c'est un vieux à mon père. Donc, il y avait une corrélation parce que j'ai de la famille qui est dans son parti. Pour eux, c'était plus, tu reviens, il va se rappeler de ton papa. Mais moi, ça ne m'intéressait pas parce que, quelle que soit l'équation, il fallait que j'ai un candidat que je suis capable de défendre à la télé. Et M. Mouzdir, c'était le candidat parfait. Pourquoi? Parce qu'il a du chiffrage. Et quand il parle en chiffres, il explique les choses comme un professeur d'économie ou de finance. Et c'est une éminente grise. Moi, j'ai du mal, en fait, à aller là où il y a un peu plus de flou artistique. Bah, du coup, ça ne s'est pas fait. Donc, on a choisi de faire avec la base, je crois, base Tshisekedi, soit un truc dans le genre. On poste, machin, ok, c'est bon, on a fait l'enrôlement. Mais étape 1 réussi. Donc, on est déjà rentré dans la commission de CENI. Carte électeur et tout. Maintenant, il faut maintenant accentuer le dossier dans le dépôt de CENI. C'est là où il y a de l'influence. Ben, il faut donner ça, il faut donner ça. Il manque des timbres, alors que c'est des frais fictifs. Mais comme le Congolais qui gère ton dossier à distance n'a pas de moyens, il va dire, mais pour que je me déplace pour aller à tel endroit, il faut que j'ai les transports. Il faut faire des photocopies, il faut faire ça. Maintenant, on avait cette force où quand il nous disait 30, on donnait 50. Mais l'erreur qu'il faisait, c'est si il rappelle pour dire il manque 10, on lui dit, on t'a pas donné 30, on t'a donné 50. Bon, en fait, ils ont fait des arnaques 2 fois. Après, ils ont compris que c'est une forme de responsabilisation. Mais après, excusez-moi, il faut comprendre que les personnes qui gèrent, ils ont aussi des charges. Donc, quand il y a des élections, c'est des opportunités de créer des petits business avec des hausses de tarification des tarifs. Et ça, c'est dommage. Mais si on avait une structure réelle, ça allait être plus facile. Donc, du coup, il y a le moins de pression. Il faut que tu appelles souvent. Il faut que tu dises, faites ça, il manque quoi? S'il manque ça, on donne de l'argent. Maintenant, après, tu apprends que bah, en fait, l'autorité morale avait déjà mis une priorité sur ta candidature. Okay. Et de facto, bah, on attendait que la CENI poste les listes des candidats. Ils ont posté la liste. La diaspora pensait que j'allais postuler en national. Donc, ils ne m'ont pas vu en national. Et bon, ils ont commencé à critiquer. Donc là, il a beaucoup parlé. Il est souvent acquis. Finalement, il n'est pas sorti. Sauf que mon équipe avait dit, on ne dit rien. Et maintenant, quand c'est sorti en provincial, nous, on n'a rien posté. C'est les gens eux-mêmes qui critiquaient, qui sont allés reposter par eux-mêmes. Et mon équipe a dit, on a réussi à les avoir, en fait. Mais maintenant, quand on sort, il y a la question de est-ce qu'il y a élection ou pas. Bah, moi, je savais que ça allait être la mascarade. Mais maintenant, la question, c'est mes équipes, ils disent, est-ce qu'on y va ou on reste? Parce qu'en vrai, on a déjà atteint l'objectif, tu es sorti à la CENI. Que tu gagnes ou pas, c'est plus important. Après, je dis, bon, en fait, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on avait proposé. Donc, on va aller sur le terrain. Donc, après, quand ils ont validé par la CENI, on a été sûr qu'il n'y avait pas de contestation. Et quand ça a été définitif, après, j'ai annoncé sur mes réseaux que j'étais candidat à la députation provinciale à Mongafula, là où j'ai grandi. Ok. Et à partir de là, tu commences donc à mener campagne, en fait, à battre campagne. En fait, officiellement, non. Parce qu'il y avait une date pour mener la campagne. En fait, on postait des affiches. On ne disait pas en route vers l'élection. Parce qu'il y a un mécanisme, si tu faisais ça, il y avait des pseudo-sanctions, mais bref, personne n'a respecté. Parce qu'il y avait des candidats qui étaient déjà sur place, qui faisaient des actions humanitaires au lieu de faire de la campagne. Ouais, c'est ça. Mais après, en vrai, c'est des élections assez bizarres. Moi, c'est la première fois que je vote. Je n'avais jamais voté, quoi que ce soit. Même au niveau universitaire, je ne votais pas. Et ce qui me rassure, c'est que j'ai voté pour la personne que je souhaitais voter. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui disent, ouais, mais j'arrive à l'isoloir, je ne sais plus qui voter. Non. Parce qu'il y a même une dame qui était de ma base. Hein. Elle m'a dit, quand je suis arrivé, on m'a dit de voter pour le candidat numéro 20, alors que moi, c'était Adolphe Mouzitou.
Ok. C'est-à-dire que on est un peuple qui n'est pas assez instruit. Sauf que ces moments-là, on avait fait un pressing. Tu vas devoir voter lui, après lui, tu votes telle personne, après là, tu votes Magosa. Parce qu'il fallait voter le président, député national, député provincial, conseiller municipal. Donc on faisait des séances où on disait il faut voter un, lui, deux. En fait, c'est infantiliser la population. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ce niveau d'instruction de se dire je sors de chez moi pour aller voter Daniel. En fait, on aurait honte. Maintenant, on valide la CENI, la candidature est actée. Mes équipes qui étaient sur le terrain ont commencé à faire une campagne de sensibilisation par le biais de ma fondation. Parce que ce n'était pas les élections encore, la campagne. Mais du coup, ils faisaient des échanges avec des jeunes. Et c'est quand j'arrive sur le terrain, on fait encore de la sensibilisation avec la fondation. Et quand on décide, qu'on annonce que la campagne commence, c'est là où on a commencé à faire la campagne. Ça coïncide avec la chanson du clip MPR et Petit Keba. Parce que ils avaient estimé qu'ils ne pouvaient pas sortir avant parce qu'on allait censurer. Mais comme la campagne était lancée, ils ne peuvent pas censurer la chanson. Et dans la chanson, ils disent que dans ce monde d'intérêt, il n'y a plus de place pour la conscience. Donc ils émettent les réalités du pays en disant qu'il y a des jeunes qui ont certes une conscience, mais la misère, la mendicité va faire qu'il va devoir trahir sa conscience. Et ce groupe-là, c'est un groupe qui m'inspire. Pourquoi ? Parce qu'il parle des réalités du pays. Quand ils te disent que le courant est difficile, l'eau est difficile, il y a même un moment, il dit, lui, dans le quartier, c'était soit devenir un voyou, soit l'école. Mais il n'a pas fait l'une et l'autre, il faisait du sport à la place. Mais maintenant, je dis, quand la diaspora critique ceux qui sont au pays, je me dis, des fois, on est un peu trop à l'aise. Tu te lèves le matin, tu as un petit croissant, un petit jus d'orange, tu as un petit verre de lait. Tu es vraiment à l'aise. Celui qui se lève à Kinshasa, le matin, il ne sait pas ce qu'il va manger. Donc s'il a l'opportunité d'avoir 1000 francs, 2000 francs, qui équivaut même pas à 1 euro, il se refait déjà son repas jusqu'à 16-17 heures. Maintenant, ces personnes-là, on leur demande d'aller réfléchir. Ça devient difficile. Maintenant, il y a un auteur américain qui disait « Le noir est docile ». Il accepte sa condition, mais attention au jour où il va devoir vriller. Et ce jour-là arrivera. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, les Congolais, ils se disent « On avait dit que si Mobutu part, ça va changer. Si Kabila fils père part, ça va changer. Si Kabila fils part, ça va changer. Est-ce que, comme Mobutu parlait, après moi, le déluge? Est-ce qu'on va intérioriser cette croyance? Je pense que non, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont l'analyse du risque politique plus poussée que les acteurs économiques, les acteurs politiques actuels. C'est ainsi qu'après, on a fait le nécessaire jusqu'à la date du 20 pour le vote. Après, au moment du vote, c'était un peu difficile, puisque les machines à voter sont arrivées en retard et qu'il y avait des zones où on ne pouvait pas desservir les machines à voter. C'est là où je disais, en fait, c'est des élections avec une cacophonie, parce qu'il n'y a pas d'organisation. Normalement, quand il y a des élections, la date, c'est le 20. On peut anticiper 2 mois avant, installer déjà les machines, commencer à préparer les choses. Mais comme on était dans des élections un peu... Bon, pour moi, ce n'est pas des élections, c'était des nominations. Et j'ai un ami qui disait, on a vécu avec cette crainte de il y aura élection, il n'y aura pas élection. Parce qu'on disait qu'il allait avoir l'article 64, il allait avoir Nanga qui allait débarquer. Mais en vrai, je pense que le Quinois a intériorisé que la guerre, c'est très lourd. C'est vraiment très lourd, parce qu'ils vivent comme s'ils étaient déconnectés de ce qui se passe à l'est du pays. Parce que quand tu leur parles de ça, ils disent « Ouais, mais ça dure depuis longtemps, mais les gens, ils ne sont pas censés vivre éternellement. C'est normal qu'ils meurent. » Maintenant, j'avais posé la question à des jeunes, je disais, si on change la capitale, on met la capitale Kin vers Goma. Vous n'aurez pas cette réalité-là. Parce qu'un enfant qui est né, qui a 30-40 ans à l'est du Congo, il a toujours connu les affres de la guerre. Et ça entraîne des traumatismes qui ne pourront pas soigner parce qu'il n'y a pas de psychiatres, il n'y a pas de psychologues, il n'y a pas de soins adaptés pour tous ces traumas qu'ils vivent. Donc après, on a participé à un simulacre d'élection parce qu'il y avait des zones qui n'ont pas pu voter, les zones occupées. Il y a eu un recensement qui n'avait pas été fait. Les cartes électeurs étaient défectueuses puisque les écritures s'en allaient. Et après, il y a des gens qui ont voté jusqu'à des 22 heures, et des gens qui ont voté jusqu'à 23 heures. Des fois, ils ont voté sans courant. Donc, c'était un peu la cacophonie, sans oublier les machines à voter dans les maisons de certaines autorités. Mmh. Du coup, quand je pose la question aux Congolais, est-ce qu'il y a eu des élections? Ils me disent oui. Je dis, est-ce que ça a été impartial? Oui. Je dis, bon, est-ce que vous pensez que
le chiffre obtenu était réel, oui. Mais quand tu fais une petite enquête, il défend les intérêts de la personne qui a gagné parce qu'il est dans la fibre tribale. Et j'ai pas apprécié aussi les slogans de la campagne, de père et de mère. La question de... En fait, je dis toujours, ceux qui ont bousillé le Congo, ceux qui ont détruit le Congo, c'est ceux qui sont 100% papa, maman. C'est pas les deux pères et deux mères, puisqu'ils sont minoritaires. Donc, c'est parce que la population n'est pas assez instruite. Parce que quand vous nous ramenez de père et de mère, si on regarde l'historique du Congo, on peut citer Olivier Kamitatu. Il a fait quand même son boulot. Mais il n'y avait pas 15 000 Olivier Kamitatu. C'est des cas rares. Kingo Adondo, c'est des cas rares. Mais la plupart de ceux qui ont été dans la compromission, c'est des Congolais de père et de mère. Et est-ce que tu comprends ce désir-là de la population congolaise quand c'est au plus haut niveau de l'État? Par exemple, on en parlait vaguement tout à l'heure, mais quand c'est la députation, etc., que ce ne soit pas forcément de père et de mère, mais moi, j'entretiens aussi des relations avec des gens à Kinshasa qui m'expliquent que pour eux, c'est crucial que le représentant de la nation congolaise soit congolais de père et de mère. Pour eux, c'est vraiment le socle de l'identité congolaise. Après, moi, je pense plutôt, OK, on peut mettre des limitations, c'est pas un souci. Est-ce que c'est la priorité immédiate du Congo actuel? Je pense que non. Non. Dans un Congo futur, souverain, avec le contrôle total de ses frontières, on refait la loi de père et de mère, pas de souci. Mais dans la loi de père et de mère, on perd des talents. Moi, j'ai un ami qui a construit des écoles à Madagascar. Il est marié avec une Malgache. Mais quand son fils lui dit, papa, je ne pourrais plus jouer au ballon au Congo, on perd des talents. Maintenant, on doit aussi comprendre qu'une société est composée de plusieurs aspects de la population. Maintenant, quel est le message qu'on dit à ceux qui ne sont pas de père et de mère? Vous n'êtes pas utile au Congo sur les hauts sommets. Maintenant, là où c'est de la bêtise, parce que quand on voit la ministre des Affaires étrangères, Mme Chiboania Wagner, elle n'est pas de père et de mère. Elle occupe un poste assez stratégique, ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a un problème de cohésion et de cohérence dans ce qu'on propose. Maintenant, le projet de loi de père et de mère est une loi qui est clivante. Donc, forcément, pour la campagne, c'est intéressant de l'utiliser. C'est là où je dis, en fait, celui qui a proposé ce projet-là, j'ai du mal à respecter un peu vos professeurs du Congo, parce que j'estime qu'ils n'ont pas vraiment... C'est pas des exemples. Il a dit qu'il allait faire de la Banque centrale congolaise, la Fed, la Bundesbank. Par quel mécanisme? Notre monnaie n'est pas forte. On n'a pas la possibilité d'avoir des institutions financières assez fortes. Comment annoncer que tu avais la capacité de faire cela? C'est là où je dis, en fait, si on a une population très exigeante, il y a des discours qui ne passent pas à la télé. Maintenant, ce monsieur-là, il a ramené cette loi-là et la partie du président en place s'est dit c'est une opportunité puisqu'on a Moïse Katumbi en face. Oui. Du coup, on va pouvoir indirectement le taxer sur cette loi-là sans vraiment y être. Mais maintenant, on a eu aussi le candidat des étrangers. Et ça veut dire quoi, le candidat des étrangers? Étant donné que tous les candidats qui ont postulé ont forcément une acquaintance avec l'étranger. Et quand la population n'est pas exigeante, elle va intérioriser. On nous a même ramené, on consolide les acquis. On parle de quels acquis? C'est comme ça que je dis, en fait, si on n'est pas exigeant, on va tout tolérer. Parce que moi, je me dis, vous parlez de consolider des acquis, pas de souci. Vous nous avez dit que vous avez construit des hôpitaux. Mais pourquoi, quand les autorités sont malades, ils sont à l'étranger, en Belgique, en Turquie, à Cuba? C'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai vu un président, je pense, d'un pays d'Afrique de l'Ouest, pendant la Covid. Il était passé sur France 24. Et le journaliste lui demande, vous faites quoi pendant la Covid ici? Il dit, ouais, je suis venu faire mon bilan de santé. Le journaliste lui dit, chez vous, il n'y a pas des hôpitaux? Il dit, ah non, pour l'instant, on n'a pas encore installé les hôpitaux. C'est grave. C'est-à-dire que le journaliste te responsabilise. Tu es président d'un pays. Mais toi, tu viens te faire soigner à l'extérieur. La population, elle se soigne. Mais c'est le cas du Congo. On nous dit, on a construit, mais quand il y a un souci, il y a un couac, ils partent à l'extérieur. La gratuité de l'enseignement, c'est un bon projet, mais mal présenté et mal préparé. C'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas les experts à des postes clés. J'ai dit dans une émission, si je veux tricher lors des élections, il faut être malin, pas intelligent. Parce qu'il y a 5 candidats. Moi, je suis président sortant. Je dis, Daniel, il a l'air un peu chaud, lui, il peut me perturber. Du coup, Daniel, on va chercher c'est quoi son point faible. Déstabilisation. On essaye, ça ne prend pas. OK. Qui va gérer l'annonce des élections? La Cour constitutionnelle. OK.
Il s'appelle comment là-bas? Ah non, il est comme à Goza, on va dire Chi, non. Si on met un autre Chi, c'est compliqué. Bon, on met K. Ah, il n'est pas de chez eux, ah, ok, d'accord. Mais il m'appartient en fait. Et du coup, c'est moi qui contrôle. C'est parce que même dans la triche, ils n'ont pas d'idée. Maintenant, nous, on a étudié ça à l'école, la théorie des jeux, la stratégie de jeu. C'est là où l'école t'apprend aussi à manipuler la donne. On va te dire, c'est une stratégie. La stratégie, c'est quoi? C'est gagner sans que l'autre se rende compte que tu as triché. Et c'est pour ça que j'ai une amie qui est panafricaine, Tatiana Ndeka, qui dit bah, les autres jouent au jeu d'échecs et nous, les Congolais, on joue au jeu d'âme. Mais Yagel n'avait pas compris. Je dis bah, c'est exactement ça. Ils ont toujours un pion d'avance sur nous parce que nous, on ne comprend pas la lecture des événements. Maintenant, on a cette expertise au Congo, dans la diaspora et au pays, mais on n'utilise pas ça parce qu'on est face à l'ineptocratie. C'est des personnes moins compétentes qui dirigent des personnes compétentes. Et c'est le cas même en France avec Macron, avec son ministre qui vient de partir. Bref, bah, c'est la réalité. Bah, okay. C'est ça. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que dans le cadre des élections provinciales du coup, de Mongafula dans lesquelles tu étais, tu penses que si jamais la population était plus au fait de tout ce tripatouillage politique, tu penses que ça aurait enchaîné une autre réaction face aux résultats, où tu penses que la population se serait mobilisée de manière à ce que ce genre de choses ne se fasse pas? En fait, le délai pour faire campagne est court. C'est un délai court. Maintenant, on avait 4 possibilités d'avoir de 4 députés. Ils ont baissé à 3. Pourquoi ils baissent à 3? Ils nous sortent une histoire de cartographie. Mais Mongafula est une grande commune qui nécessite, comme le disait M. Mouzitou, d'être divisée en 4 nouvelles communes, parce que c'est trop grand. Et pour cette grande commune, vous mettez 4 députés provinciaux. Et vous réduisez, il reste 3 députés provinciaux. Mais si on regarde l'union sacrée de la nation, ben, il y a 3 grands partis dedans. L'UDPS, l'UNC, le MLC. Mais dans les provinciales, il y a eu ce qu'on appelle un rééquilibrage. Mais les gens, ils vont me dire, comment tu sais tout ça? En national, le MLC ne s'est pas trop retrouvé, alors qu'il faut partie de l'Union. Donc, il y avait l'UNC, pas que l'UNC, parce que l'UNC aussi, ils ont été très, très, très malins, parce qu'ils ont créé une plateforme qui avait un autre nom, mais qui avait sorti plusieurs députés, mais sous couverture de l'UNC. Donc, ils ont eu aussi le maximum de députés. Et du coup, le MLC, bah, ils sont dans l'Union sacrée, ils ne se retrouvent pas. Du coup, on fait quoi? On fait une compensation. De facto, tout ce qui était provincial et communal, bah, c'est soit UNC, soit MLC. Bon, AFDC de M. Bahati, pour cette fois, il s'est fait un peu rouler. Donc, on a souvent tendance à l'appeler Maradona, mais cette fois, Maradona, il s'est fait rouler. Parce qu'il se retrouve en fait avec moins de députés. Et même là où il avait un ancrage à l'est du Congo, on l'a roulé là-bas. Maintenant, je dis simplement qu'il y a eu ces compensations-là. Mais si la population... Parce que bah, ils appellent vote. Moi, je dis on n'a pas voté au Congo. On savait déjà qui est attribué, qui est pas attribué. Certains me diront c'est faux. Mais il y a un audio du CG, du parti au pouvoir, qui se prend la tête avec un autre membre de son parti, où l'audio fuite en disant bah, en vrai, on avait perdu. Mais c'est moi qui vous ai nommé. Donc, de facto, est-ce qu'on a voté ou pas? Je pense qu'on n'a pas voté. Moi, j'ai voté parce que j'ai filmé mon vote. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Maintenant, quand on nous dit qu'on sort des chiffres, sur base de quelles statistiques? On n'a pas cette capacité de collecter les chiffres. Les élections sont censées se passer aujourd'hui. Demain, on commence à avoir des estimations. Ça s'est écoulé sur 1 semaine ou 2. Bah, du coup, c'est quoi? C'est des élections où on a perdu de l'argent. Il y avait des zones qui n'ont pas voté. Ouais. Maintenant, toutes ces réalités-là font que si c'était des élections sérieuses et que les candidats avaient la possibilité de faire même des débats contradictoires, bah, la population aurait dit bah, lui, je ne peux pas voter pour lui. Et du coup, ceux qui avaient des vrais projets auraient gagné. Mais maintenant, comme on vote en fonction de la clochardisation du peuple, je donne 10 000, 20 000 francs congolais. Bon, 10 000, c'est 2,50 €. Je te donne ça avec un t-shirt. Tu votes pour moi. Bah, du coup, bah, tu vas aller voter pour lui. Mais là où je responsabilise, c'est que quand tu votes pour lui, c'est une dette morale. Toi et lui, vous avez déjà signé un contrat. Je t'ai donné, tu as voté. Quand je suis élu, je ne suis pas redevable. Bah, c'est le cas du Congo. Parce qu'une fois que la personne est élue, si tu viens, bah, je dis, attends, pendant la campagne, je t'ai quasiment assisté, toi. Bah, je t'ai payé les transports, j'ai tout fait. Donc, j'ai déjà fini avec toi. Sauf que la population doit voir plus loin.
Parce qu'un député, une fois qu'il devient député, bah, c'est Dieu le Père. Hein. Un cortège sur le boulevard, il se prend pour Dieu. Bah, du coup, il oublie tous ceux qui ont mis du temps, de l'énergie, de l'espoir sur eux. C'est comme ça que je dis, en fait, une population consciente, exigeante, c'est des politiciens qui se grattent la tête. Parce que quand on vient avec la fibre tribalo-ethnique de père et de mère, il te dit, ben non, ça, on l'a déjà vécu. Qu'est-ce que tu es capable d'apporter comme solution à nos problèmes de tous les jours? C'est là où je dis, on a cette faillite des élites. Le système, il est archaïque. Et on a aussi ce problème de niveau d'instruction de la population. Ok. Et du coup, pour avancer dans le temps, du coup, quelques temps après, les résultats tombent. Je crois qu'ils tombent même en retard. Ouais, ils tombent en retard parce qu'il y a un problème de collecte. Ouais. Donc, au final, les résultats tombent. Ouais. Le candidat, celui qui a été élu à Mongafou, enfin, les candidats élus à ceux qui ont été élus, c'est bon, un cousin du CG du Parti au pouvoir, hein, M. Socrate Mbengaï, et un autre du parti de M. Jean-Pierre Bemba, et un autre candidat de l'UNC aussi. Là. Et toi, comment est-ce que tu vis ça? Parce que je sais que quand les résultats tombent, tu ne rentres pas directement en France, tu es resté encore quelques temps au pays. Après, comment est-ce que tu vis ça? C'est quoi ton point de vue sur le spectre politique congolais? Après, moi, je dis toujours, avant de jouer, il faut connaître les règles. Et quand je fais une émission à Télé 50, il me dit, est-ce que vous êtes sûr de gagner? Je dis, bah, soit on gagne, soit on apprend. Il me dit, mais vous dites faire la politique autrement. Je dis, mais moi, je suis venu inspirer la jeunesse. Leur dire qu'on peut s'armer de connaissances, apprendre et venir faire les choses. Parce que j'ai repris de M. Mouzitou, le Congo est malade, le peuple congolais est malade. On a besoin d'un diagnostic, traitement, une estimation. Maintenant, quand on me dit, oui, mais après, si tu ne gagnes pas, je dis, ben, moi, je ne suis pas venu faire que de la politique. Hein. J'étais venu chercher du boulot, trouver des opportunités, commencer à préparer mon retour. Parce que mon retour, je compte retourner m'installer au Congo. Et je le prépare depuis 2020. Donc, tous ces allées-là, c'est pour me dire, OK, faut que je me réhabitue à la réalité. Donc, après, quand j'apprends les résultats, les petits, ils étaient déçus. Et moi, mon numéro 2 m'a dit, nous, on savait, on s'est préparé. Parce que quand on a vu comment ça se passait, on savait qu'il n'y allait pas de suite. Après, nous, on s'est renseigné sur les candidats phares de là-bas. On a compris très rapidement qui allait sortir. Et maintenant, quand tu as cette capacité de déduire que lui, il va sortir, on te dit, ouais, mais tu es dans le système. Non, c'est de la logique. Les forces en présence, quand ils ont des moments de difficulté, il faut un rééquilibrage politique. Mais dans le rééquilibrage, c'est comme quand Hollande revient en politique. C'est une forme de rééquilibrage politique. C'est ça. Mais il faut observer ce qui se passe ailleurs et là où on vit. François Hollande, ancien président, il est devenu député. C'est formidable, quand même. Il fait des débats aussi à l'Assemblée nationale. Barnier, grand éminent homme politique français, qui se fait virer sur un coup de motion, bref. C'est que la politique change et devient dynamique. Sauf qu'au niveau de l'Afrique, on est en retard, sauf sur l'AES. Maintenant, quand j'ai toutes ces bêtises-là chez nous, j'ai compris, j'ai intériorisé, je me suis dit, maintenant, on est sur la deuxième phase du projet. On va essayer de voir les opportunités dans le privé ou voir la possibilité dans le public. Maintenant, ayant un gros réseau, je me dis, ça va, cool, je suis bien, quoi. J'ai mes gars, ils vont faire le nécessaire pour que j'entre dans le système. Tous ces gars-là, ils travaillent Chili. Parce qu'en fait, il y a aussi ces traumatismes de l'enfance où j'étais meilleur qu'à l'école. Et c'est un pote qui va me dire, est-ce qu'ils ont oublié que tu les battais à l'école? Et aujourd'hui, ils voient que tu es de la diaspora, tu reviens, tu oses faire des choses que certains ici n'ont pas osé faire. Parce que quand j'ai dit à des potes, à mon frère, je postule, on dit, comme les rigolos de la diaspora, il va postuler. Et quand ils ont commencé à voir les émissions, les vidéos, ils sont allés faire des antériorités, ils se disent, en vrai, il peut le faire. Mais comme mon nom il sort, c'est les mêmes personnes qui m'envoient, mais tu l'as vraiment fait. Ces gens-là, je ne pense pas que la plupart, ils sont d'accord que toi, tu viennes au Congo. Donc, ceux qui deviennent des adversaires sont aussi ceux qui sont dans ton entourage. Ouais. Et c'est là où mon frère me dit de resserrer la base. Donc, c'est là où on revient toujours sur le même cheminement. On se bat d'abord contre nos proches, entourage, pas proche direct, entourage, plus contre le système. Ok. Et du coup, là, on tend lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. Est-ce que tu peux nous dire ce que toi, tu as retenu, entre guillemets, de toute cette période-là, le déplacement que tu as fait, tu es quand même candidat à la députation, tout ce que tu en as retenu, quels sont tes projets pour l'avenir? Tu nous as dit que tu comptais rentrer au pays, etc. Et est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire? Moi, je suis principalement suivi par la jeunesse, la diaspora africaine, congolaise, mais aussi d'autres pays, étrangement, alors que la chaîne porte que sur le Congo.
faut croire que vous aimez beaucoup le Congo, c'est gentil. Et qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes? Après, il y a toujours du positif dans chaque expérience. Moi, ça m'a permis de me ressourcer avec mon pays. Parce que je n'avais pas des écharpes à porter, je n'avais pas ce froid que j'ai retrouvé là. Et tu as aussi cette forme de quiétude. Hein. Tu n'as pas le stress de la boîte aux lettres. Ouais. Tu n'as pas le stress du prélèvement. Ouais. En fait, tu es comme si tu étais dans une nouvelle vie. Mais maintenant aussi, tu es confronté à la réalité de la population lambda. C'est des cas où on vient te dire, ma fille est malade. Tu te demandes, est-ce que je suis Dieu le Père ou moi, je suis juste un simple candidat. Et c'est là aussi que tu réalises que des fois, il y a des gens qui vivent avec peu, mais ils sont bien. Alors que nous, des fois, on se plaint ici au niveau de l'Europe. Et il y a une dame qui me disait, tu m'as donné $10, ça m'a permis d'acheter des médicaments pour mon enfant. Depuis, il va mieux. Ouais. Mais il y a des gens, ils sont nés avec des cartes vitales, des passeports rouges, mais ils se plaignent. Alors qu'il y a la possibilité, ici au niveau de la diaspora, de se créer beaucoup d'opportunités. Oui, mais tout ici, de pouvoir maximiser. Mais maintenant, on néglige cet art. Après, j'ai eu ça. Après, j'ai aussi la possibilité, de 2020 à 2024, de créer un plus gros réseau. J'ai maintenant accès à pratiquement tous les médias. Oui, c'est vrai, je te vois souvent sur les médias. Et médias. le statut change. Tu passes de Magosa de la diaspora à ex-candidat député. C'est plus pareil. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils savent que s'ils t'appellent, ils savent que ton nom est sorti à la CENI. Et comme les Congolais, ils sont dans les titres, ben, c'est toujours honorable. Tu vois, tu arrives dans des endroits, t'as pas fait de réservation, mais dès que le gars il se rappelle que tu es candidat, il se dit, bah, lui, il va rentrer toujours. En fait, il y a tout ça. Mais la partie négative, c'est qu'on n'a pas intériorisé les valeurs panafricaines. Le groupe prime avant l'individu. La solidarité, l'entraide, on l'a pas. En fait, chacun veut être meilleur. Et c'est là où je dis, en fait, on est en train de se perdre. Maintenant, le message à la diaspora, c'est l'Afrique, c'est chez nous. On est bien en Europe, il n'y a pas de souci, le confort, c'est bien. Mais il faut tenter l'expérience de l'inconfort. Moi, je prends l'exemple d'avant, vous allez en Thaïlande. Vous connaissez personne en Thaïlande. Mais vous allez tous en Thaïlande 1 semaine, 2 semaines. Vous allez à Dubaï, vous ne connaissez pas les gens à Dubaï. Rentrer dans vos pays, c'est difficile pour les Congolais parce qu'on n'a pas assez de compagnies aériennes. Mais c'est l'expérience de se dire, je vais dans mon pays, voir au fur et à mesure. Il y a des opportunités. Et le message aussi qui est important, qui m'a marqué, c'est Marcus Garvey qui disait, il y a des Noirs qui ne seront pas utiles sur le continent. Et même dans les Caraïbes. Vaut mieux qu'ils restent au niveau de l'Europe. Parce qu'ils vont se comporter comme des colons dans leur propre continent. Donc, préparer le Back to Africa, c'est bien. Mais les réalités de là-bas, c'est des fois, tu n'as pas le courant, tu n'as pas d'eau, la connexion, c'est cher. Et les risques, les embouteillages, tous ces problèmes de bruit, en fait. Depuis que je suis revenu en France, j'ai l'impression que quand on m'appelle au téléphone, j'entends mieux. Alors que là-bas, tu es obligé de mettre le haut-parleur, quand ça crie. C'est parce que l'écosystème, eux, sont habitués. Mais moi, j'ai dû faire face, mais après, à un moment, ça m'énervait quand même. De se dire que bah, l'enfant, tu fais un devoir avec ta nièce, il y a du bruit, l'église, machin. Mais ils sont habitués à ça, en fait. C'est pour ça que je dis, j'aime beaucoup le peuple congolais parce qu'il est fort, il a de la résilience. Parce que nos traumas, la guerre dans l'Est, tous ces traumatismes, pillages, tout ce qu'on a vécu, devrait normalement nous pousser à nous révolter pour avoir des dirigeants meilleurs. Parce que le Congo mérite mieux. Et actuellement, on est face à une réalité où on a fait croire à des Congolais qu'il fallait avoir un fils maison. Mais aujourd'hui, je vois que le fils maison, ça ne nous apporte pas de solution. Mettons en place des experts pour apporter des solutions et arrêtons avec ce concept qui consiste à dire que tous les Congolais sont intellectuels. Je préfère une personne qui n'a pas de diplôme, mais quand il est face à une situation précise, il trouve une solution. Ça, c'est l'expérience de la vie. Je m'arrête là. En tout cas, merci Daniel pour l'invitation. Écoute, merci à toi, merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour joindre quelques mots à ce que tu as dit, je trouve que c'est super important. Moi, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent, parce que moi, c'est une autorité publique que je veux rentrer au Congo aussi, que je prépare mon retour petit à petit. Et comme tu as dit, je pense qu'il faut vraiment que les gens s'imprègnent des réalités. N'hésitez pas à faire des allers-retours. N'hésitez pas, si vous investissez au pays, à vraiment faire en sorte d'y mettre les pieds, parce que la plupart des gens vont te dire c'est dur d'investir en Afrique, c'est dur de faire ceci ou cela. Forcément, si tu restes en France et que tu envoies de l'argent et que tu te déplaces, c'est dur d'investir partout. Je vais rajouter quelque chose. Il y a beaucoup d'argent à se faire au Congo. Oui, énormément. Il y a beaucoup d'argent à faire au Congo. Et il faudra se dire que la volonté de réussir doit être plus forte que les obstacles. Si un Libanais arrive à s'installer, prospérer, bien sûr. Moi, je suis Congolais, je suis chez moi. Donc, si j'arrive pas,
c'est que j'ai rien compris parce qu'il faut se surpasser. Bien sûr. Parce que les étrangers arrivent à prospérer chez nous. Non, mais il faut, comme tu l'as, il faut être prêt à payer le prix, payer le prix de nos ambitions. C'est pas en restant derrière chez nous, en profitant de tout le bien-être français, en envoyant de l'argent, qu'on réussira à faire quelque chose. Je fais un an, j'avais perdu au moins 10 kilos. Hein. Je suis revenu, on m'a dit, il est revenu maestro Magosa. C'est parce que je mange bio là-bas. Et mon corps, il est yo-yo. Mais là, je suis revenu en France, trop de fast-food, des malbouffes. Dis donc. Forcément, je reviens. Mais après aussi, j'ai ce climat assez... L'hiver, le courant, tu n'as pas de stress de dire le courant, il part, l'eau, il faut aller chercher. Et ce bien-être-là aussi, il vient du confort. Donc, c'est peut-être cette réalité-là, mais le Congo, c'est dur. Des réalités différentes. En tout cas, merci à toi d'être venu ici. De toute manière, c'est pas la dernière fois. Hein. On va faire plusieurs choses ensemble. J'ai même d'autres concepts assez intéressants sur lesquels je voudrais te faire sur d'autres chaînes. Koyeba, il y a plein de trucs que je veux relancer. Donc normalement, Magosa, déjà que vous le voyez un peu partout, vous allez sans doute le revoir souvent sur ma chaîne. Merci à vous tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On est disponible sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Enfin, je les connais pas toutes, mais ils sont toutes dans la description. Donc, si jamais vous voulez nous suivre, nous écouter, n'hésitez pas à y faire un tour. On est sur les différents réseaux sociaux, TikTok. Ça bouge énormément sur TikTok. Hein. Merci à vous tous. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne année aussi, parce que nous, on tourne la vidéo là, mais la vidéo sera disponible fin d'année, voire début d'année. Bonne année, c'est enthousiaste. Hein. Ce qui arrive là n'est pas propice à dire bonne année. Écoutez, moi, je dirais longue vie à vous. Longue vie à vous. Prenez soin de vos poches. On se dit à bientôt. Ciao.